Bon réveil à vous en ce jeudi 19 octobre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, Europe 1 en direct d'Arras. Dès le début de cette édition, toute une région s'apprête à dire adieu à Dominique Bernard, le professeur mort sous les mains du djihadiste de Mogouchkov vendredi dernier. Obsèques ce matin, 10h, en présence du couple présidentiel. 15 aéroports évacués pour la seule journée d'hier après une série de fausses alertes à la bombe. Ça suffit, tonne le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui promet des poursuites systématiques des auteurs en justice. Dans ce journal également nous évoquerons les failles de la lutte antiterroriste en Europe et puis le blues du rugbyman. 4 jours après leur élimination du mondial, le 15 de France n'a plus le moral. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un ultime hommage. Arras va dire adieu ce matin à Dominique Bernard. Les obsèques de l'enseignant sont prévues à 10h. On retrouvera dans un instant Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 sur place. Mais pour bien prendre la mesure du choc, 6 jours après son assassinat, on va entendre le témoignage de Tina. Cette élève de première ne pourra pas entrer dans la cathédrale, mais elle sera là quand même, devant l'écran géant installé pour l'occasion. Monsieur Bernard, tout le monde le connaissait au collège et au lycée et c'est vraiment un déchirement pour le lycée. Donc j'y vais avec beaucoup d'émotion et surtout beaucoup d'empathie pour les professeurs qui ont perdu leurs collègues de façon aussi tragique. C'est une façon de rendre un dernier hommage à cette personne qui s'est sacrifiée finalement pour ses élèves. On ne réalise pas encore bien ce qui vient de se passer en fait. Parce que normalement un professeur c'est quelqu'un qui est là pour enseigner, pour transmettre du savoir et le fait qu'il soit sacrifié aussi sous le regard d'une haine aveugle, c'est déchirant et c'est beau par contre de voir que la France est autant soudée par rapport à cet événement tragique. Donc je trouve ça beau mais en même temps très triste. Tina, une élève de première qui s'installera devant l'écran géant pour assister aux obsèques de Dominique Bernard. Tout à l'heure, elle était à votre micro, Lionel Gougelot. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes en direct d'Arras. On attend beaucoup de monde lors de cette cérémonie. Comment vont se dérouler ces obsèques précisément ? Eh bien, comme me le précisait hier l'évêque d'Arras, Monseigneur Le Borgne, ce sera en fait une messe d'obsèques avec une liturgie traditionnelle, avec accueil de la famille et des proches, lecture de 2 textes qui ont été choisis justement par la famille et les proches de Dominique Bernard, des proches que Monseigneur Le Borgne a pu rencontrer d'ailleurs pour préparer cette cérémonie. L'évêque d'Arras qui prononcera l'homélie en mémoire de l'enseignant assassiné, une parole de vérité, me disait-il, de consolation et d'espérance. Tout cela, ce sera avant les prières et le dernier adieu, bien sûr. Les places à l'intérieur de la cathédrale d'Arras seront réservées aux proches, au monde enseignant et bien sûr aux officiels. Les nombreux anonymes, les élèves du lycée, leurs parents peut-être qui n'auront pas pu accéder à la cathédrale pourront, vous l'avez dit, assister à cette cérémonie retransmise sur écran géant place des Héros face à la mairie. Une foule qui d'ailleurs devrait voir passer le corbillard transportant le cercueil de Dominique Bernard avant le début de la messe. Matinée sous très haute surveillance, sous très haute sécurité policière, il faut le signaler, avec des contrôles de police, un périmètre de sécurité, interdiction de circulation dans l'hypercentre et surveillance par drone des abords de la cathédrale d'Arras. Lionel Gougelot en direct d'Arras et sur toutes ces mesures de sécurité. On vous retrouvera pour plus de détails dans le journal de 7h30. Vous serez notre fil rouge tout au long de cette journée particulière, Lionel Gougelot, à tout à l'heure. Alors c'est dans ce climat que se multiplient les alertes à la bombe ces dernières semaines et ces derniers jours notamment. Le ministre de la Justice a piqué une grosse colère hier. 17 alertes, 15 aéroports vidés de leurs passagers en quelques minutes pour la seule journée d'hier. Scénario identique au château de Versailles. 3e alerte en moins d'une semaine. Fausse menace dans la plupart des cas. Le ministre de la Justice déterminé à ne rien laisser passer et à punir les guignols. C'est ce qu'il dit, Éric Dupond-Moretti. Ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, ils seront retrouvés, punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le code pénal, c'est évidemment des peines lourdes. C'est 3 ans d'emprisonnement. Et je veux dire aussi aux gamins qui s'amusent à faire ça, qu'ils seront également retrouvés, qu'ils seront également punis et que leurs parents seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'agitateurs, de psychoses par les temps qui courent.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et de son côté, le ministre des Transports, Clément Beaune, annonce qu'une plainte a été déposée pour chaque menace. Interpellation hier soir à Cannes d'un homme armé d'un couteau soupçonné d'avoir menacé un garagiste, tapis de prière sous le bras. Il se serait introduit dans son établissement avant de sortir un couteau de poche en criant Allahu Akbar. Il est en garde à vue. L'Europe face au défi du terrorisme à nouveau, on l'a vu avec l'attaque en Belgique également. L'Europe du renseignement, et c'est une des premières leçons que l'on peut tirer de cette crise, elle a encore du progrès à faire. Europe 1 vous le révélait hier, le Tunisien qui a abattu 2 Suédois à Bruxelles était suivi par le renseignement italien, information qui n'est pas remontée jusqu'aux services français et belges. William Molinier, cette faille illustre peut-être une différence d'appréciation de la menace terroriste propre à chaque pays. Oui, après la chute de l'État islamique en 2017, certains pays européens ont baissé la garde. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont considéré sans doute à tort que le pire était passé. En Belgique, la DR3, l'antiterrorisme de la police fédérale, a réduit ses effectifs d'une 60aine d'agents en 6 ans, quand la France et le Royaume-Uni ont gardé de leur côté un haut niveau de vigilance. Berlin a changé de braquet le mois dernier en reconnaissant que l'immigration incontrôlée était un vecteur d'importation de la menace islamiste. Les notes d'évaluation du risque terroriste partagées entre services européens ont mis du temps à se transformer en décisions politiques. Un réveil plutôt tardif, y compris dans les pays du nord de l'Europe. Avant même l'attaque du Hamas, dès cet été, Daesh et Al-Qaïda avaient ciblé l'Europe, fait remarquer une source du renseignement d'un pays du Maghreb qui s'étonne d'une forme d'attentisme de l'autre côté de la Méditerranée. Cette source poursuit: les Corans brûlés en Suède sous couvert de liberté d'expression ne sont pas passés dans le monde musulman, y compris chez les plus modérés. Ça aurait dû vous alerter. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Il est 7h06. Joe Biden, de retour aux États-Unis. Son déplacement express au Proche-Orient n'a pas permis de clarifier la situation. Et outre le Premier ministre israélien, le président américain avait à son programme une rencontre tripartite en Jordanie avec les dirigeants voisins d'Israël. Mini-sommet annulé après la frappe sur l'hôpital de Gaza. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. C'est donc un bilan en demi-teinte pour le locataire de la Maison-Blanche. Joe Biden, qui mettait beaucoup d'espoir dans son talent pour la diplomatie en tête-à-tête, n'a pu l'exercer qu'au bénéfice des Israéliens. Il est reparti sans avoir pu rencontrer les dirigeants des pays voisins dans une région en ébullition après la tragédie de Gaza. Il s'est appuyé sur l'estimation des services de renseignement américains pour affirmer « Il semble que les responsables de l'explosion sont dans l'autre camp, c'est-à-dire du côté palestinien ». Il a achevé sa courte visite sur la promesse qu'Israël allait autoriser l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza dans des conditions qui restait à déterminer. L'annonce d'un nouveau plan d'aide conséquent à Israël dépend lui aussi d'une logistique incertaine puisque le Congrès n'est actuellement pas en état de l'avaliser. Les chaînes d'information américaines se partagent entre le chaos international et celui qui règne à domicile où la majorité républicaine à la Chambre essaie vainement de se doter d'un chef de file sans lequel aucune loi ne peut être votée. Pour compléter l'impression de désordre, un groupe de manifestants juifs pacifistes a choisi mercredi après-midi de manifester dans la rotonde du Capitole pour réclamer un cessez-le-feu au Proche-Orient. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et l'aide humanitaire, elle est débloquée, autorisée à franchir le poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Annonce conjointe de Joe Biden et du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. 7h08, venons-en à la Coupe du Monde de rugby. Europe 1 radio partenaire. Le 15 de France ne se remet pas de son élimination en quart de finale. Non, 4 jours après cette défaite d'1 point face aux Sud-Africains, les Bleus semblent ruminer leur élimination. Axel May. Oui, voici ce que confiait le 3e ligne Grégory Aldrit juste après cette cruelle défaite. On va essayer de digérer, ça prend peut-être un peu de temps. Et la digestion est très difficile. Pas question de revoir le match, trop tôt, trop douloureux. Les joueurs commencent à peine à sortir de leur silence et encore ils le font au compte-gouttes, comme Mathieu Jalibert. On ressent un gros vide, a déclaré hier le demi d'ouverture dans une émission consacrée au rugby. Jacques Rivoal, le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde, raconte à Europe 1 qu'il a joint le sélectionneur Fabien Galtier et le manager Raphaël Ibanez. J'ai témoigné un message de sympathie à Raphaël Ibanez et Fabien Galtier, parce que voilà, sur un plan humain, comme tous les Français, ça a été un choc et effectivement, ils ont dû absorber le coup parce que je pense qu'ils ne l'avaient pas envisagé. Ils se voyaient probablement aller jusqu'au bout et c'est dur une élimination comme celle-là. Clairement, l'élimination en quart de finale ne faisait pas partie du logiciel des Bleus. Pour l'instant, il n'est pas prévu que le staff s'exprime. C'est le temps
du repos, précise-t-on à la fédération. Axel May et le temps des demi-finales, il commencera demain 21h, Argentine-Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. L'heure est venue du grand remplacement des petites mains par l'intelligence artificielle dans les grands cabinets de conseil. On va en parler avec Nicolas Bouzou à 7h20. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, qui se cache derrière ces centaines d'alertes à la bombe ces derniers jours. Si difficile que ça de les identifier, les actions sont-elles coordonnées ? Toutes ces questions, on les pose au commissaire David Lebars. Il est avec nous dans un instant sur Europe 1.